Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et d'être présents pour ce troisième volet du thème Innover et s'entraider en temps de crise. Pour simple rappel, donc BPI France Hub, on est la structure qui accompagne l'ensemble des investissements réalisés par les fonds d'innovation de BPI France. On est la partie un peu ce qu'on appelle operating partner, on passe du temps très opérationnel à aider l'ensemble de ces startups pour aller plus vite dans leur développement et les aider dans leur implémentation, dans leur développement commercial, dans leur recrutement, pour tous ces sujets-là. Ce qui nous amène en fait à travailler sur des sujets un peu écosystémiques où on aime bien réfléchir ensemble un petit peu au demain, au futur avec un grand F. Et les totems ont pour vocation justement de travailler sur ces thématiques-là. C'était un totem assez différent puisqu'il a été fait en 3 parties, 3 volets, et surtout 100% virtuel en visio, puisque c'est quand même assez novateur et la période Covid nous oblige à être innovants. Donc voilà, je vais passer la parole à Thierry Keller, qui est donc le directeur de publication de WKVK. Et bonne début de journée, bonne session de totem. À toi de jouer, Thierry. Merci beaucoup, Jonathan, et bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième session des totems liés à l'entraide et à l'innovation dans la crise et post-crise. Merci à nos invités que je vais présenter rapidement tout à l'heure et avec qui on va pouvoir avoir une discussion sur qu'est-ce qui s'est passé pour eux et pendant ce moment absolument hallucinant. Bon, vous le savez, la crise a été et est et sera sans doute encore violente, d'autant plus que c'est pas vraiment une crise, je dirais, de l'économie, mais plutôt dans l'économie, artificiellement enclenchée pour sauver des vies. Des secteurs entiers ont été percutés de plein fouet, d'autres ont, disons, davantage tiré leur épingle du jeu. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, je crois, c'est la capacité d'adaptation de nos entreprises. Ce sont des choses inattendues qu'on a observées pendant le confinement, les nouvelles solidarités, les petits pivots qui ont été opérés l'air de rien, les collaborations surprenantes qui ont vu le jour. Bref, de manière générale, la capacité d'un écosystème à se repenser, à rebondir et à regarder autour de soi. Alors, nous allons nous concentrer sur 3 startups qui ont dû se redisposer et réfléchir pendant la période du confinement et sans doute encore maintenant, assez différentes les unes des autres. Et on va les passer au scanner. Merci donc à Eric Alessandri de Wizaplace. Salut Eric. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de rééchanger bien avec l'extérieur aussi. Merci à Antoine Pumira de Planity. Salut Antoine. Salut Thierry. Et à Nizar Melki de Sport Easy. Merci à... Salut Thierry, bonjour à tous. Salut. Merci à tous les 3 d'avoir accepté de jouer le jeu, de témoigner, d'échanger donc vos bonnes pratiques dans un esprit donc d'entraide et de collaboration. Mesdames, messieurs, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Vous voyez l'onglet prévu à cet effet. Et puis moi-même, je vais lancer pendant cette session quelques sondages. Et je vous poserai quelques questions et on essaiera de les commenter. On commentera vos réponses ensemble. Eric Alessandri de Wizaplace, je vais peut-être commencer par toi. Alors, tous les 3 à peu près la même règle. Peut-être d'abord présenter ce que vous faites. Eric, c'est quoi Wizaplace? Et puis, après ça, je te demanderai un peu ce qui s'est passé pendant cette période. À toi, Eric. Pour faire court, Wizaplace, on est éditeur de logiciels et nous aidons les entreprises, PME, start-up et grands groupes pour créer leur propre marketplace, donc leur propre petite Amazon ou leur Airbnb, leur propre Uber, toutes les plateformes multi-acteurs qui aujourd'hui représentent 1% des sites Internet, mais représentent 55% des transactions dans le monde, donc qui ont un poids vraiment très important. Voilà, et donc il faut un logiciel spécifique pour ça, et c'est ce qu'on fait. J'allais dire comment une entreprise du digital comme la tienne a pu être une sorte de plan B ou de support à un monde analogique qui lui-même s'était un petit peu effondré. On a bien vu, il y a des chiffres là qui commencent à nous paraître qui sont vraiment très intéressants. Il y a 9% de toutes les transactions dans le monde, en France, pardon, qui se faisaient dans le monde Internet et 91% qui se faisaient dans le monde physique. Et on est passé, le temps du confinement, à plus de 35% des transactions qui se faisaient sur le numérique. Donc on voit bien qu'il y a eu un effet de relais
un service qui a été rendu aux gens qui avaient besoin d'acheter à manger, d'acheter des produits pour réparer une fuite ou je ne sais quoi. Donc le monde du commerce électronique, pour le coup, a bien joué son rôle et a vraiment été vécu comme un service. Antoine, je fais un rapide tour d'horizon. Antoine, Planity, qu'est-ce qui se passe pendant le confinement? D'abord, qu'est-ce que c'est Planity? Qu'est-ce qui se passe pour toi pendant le confinement? Est-ce qu'on n'est pas poussé à être un peu plus dans le… Ça a été un mot qui a été très prononcé dans cette période, mais disons dans le care vis-à-vis de ses clients. Nous, on est une plateforme de réservation dans la beauté et le bien-être. Donc, on permet aux gens de trouver un salon, un institut de beauté ou un centre de coiffure à proximité et de réserver en ligne. Et donc, forcément, pour nous, ça a été un peu une catastrophe parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 100% de nos clients fermés. Et puis, quand j'ai dit du jour au lendemain, c'était annoncé un samedi soir et franchement, j'avais absolument pas anticipé que ça arriverait aussi vite. Et donc, on s'est retrouvé avec 100% des clients fermés, notre service qui leur apportait absolument rien durant cette période de confinement, puisque sur le papier, puisque voilà, pas de rendez-vous, donc pas de réservation, pas d'encaissement, donc notre solution était limite pour eux un coût supplémentaire. Et donc, nous, ce qu'on a fait, qui finalement nous a coûté quand même pas mal d'argent, puisqu'on a à peu près 6 000 clients, on leur a offert la solution pendant 2 mois, pendant toute la période du confinement. Donc voilà, ça a été pour nous une évidence parce qu'on s'est dit qu'on avait besoin d'accompagner nos clients. On sentait que ça allait être de toute façon une période très très compliquée pour eux. Et ça a été, on peut dire que sur les réseaux sociaux, un peu partout, ça a été extrêmement valorisé par nos clients. On a eu énormément de remerciements. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a mis en place. Mais voilà, c'est vrai que on s'est senti obligé d'aider nos clients sur cette période particulière. Ouais, et après ça, on va revoir aussi comment ça s'est relancé et la façon dont, même à l'intérieur de la boîte chez vous, vous avez pu aussi réfléchir et vous redisposer. Nizar, bah toi, tu travailles dans le sport, interdiction de faire du sport, surtout du sport collectif. Pareil, du jour au lendemain, quoi. Ouais, exactement. Peut-être 2 mots aussi sur ce que c'est que Sport Bien Easy sûr. pour que tout le monde se rende compte un peu de l'impact de la crise sur notre activité. Donc Sport Easy, c'est une application dédiée aux équipes et aux clubs de sport amateurs. Donc ça va de l'équipe de copains qui jouent au foot toutes les semaines jusqu'au gros club de votre ville, de handball, de rugby, de n'importe quel sport. Et ça simplifie le quotidien de tous les acteurs d'un club. Donc les dirigeants du club, ils gagnent du temps sur la gestion administrative. Donc ils ont toutes les informations de leurs adhérents sur Sport Easy. Au lieu de récupérer des chèques, les gens payent leurs cotisations en ligne, ils peuvent envoyer des newsletters à leurs adhérents, etc. Les entraîneurs, les bénévoles, ils gagnent du temps dans l'organisation sportive. Ils envoient des notifications. Est-ce que tu es disponible pour le match? Ils voient qui vient pas. Ils peuvent faire leur compo d'équipe, assigner des tâches, etc. Puis les joueurs ou les parents de joueurs, peut-être que certains d'entre vous ont leurs enfants dans des clubs de sport, ils peuvent répondre très facilement oui, mon fils peut venir au match ou non. Et puis ils peuvent partager des commentaires, des photos, des vidéos. Donc c'est vraiment gain de temps pour les organisateurs et puis prolonger l'esprit club sur une application. Donc pour nous, tout allait très bien. La révolution numérique du sport amateur, c'est qu'au début, donc on a une belle perspective de croissance. Et puis on se disait, les crises, c'est pas trop pour nous, quoi. La crise de 2008, c'est pas une crise du sport. Personne n'arrête de faire du sport. On n'arrête jamais de faire du sport. Collectif ou en groupe, je parle. Et puis là, évidemment, patatras, épidémie de Covid-19, donc tout le sport interdit. Et donc, au début, on a eu un pic d'activité parce qu'on a des fonctionnalités d'annulation, de report de match en un clic, comme ça tout le monde est prévenu. Donc ça, il y a eu forte utilisation de ça. Et puis ensuite, quand le cœur de votre application, c'est est-ce que tu peux venir au match? Oui, non. Et qu'il n'y a plus de match du tout partout dans le monde, c'est un peu compliqué. Donc nous, pour vous donner une idée, on a 1,2 million d'utilisateurs. Il y en a à peu près 200 000 qui se connectent tous les jours. On est passé, un peu comme Antoine, d'une semaine à l'autre, vraiment de 200 000 personnes qui se connectent tous les jours à 40 000. Donc voilà, on a envoyé des choses pour que les coachs puissent partager des programmes d'entraînement à faire à la maison, etc. Mais ça ne remplace pas vraiment les matchs. Et puis, on va peut-être en reparler, mais ce qui était intéressant, au bout d'un moment, on s'est quand même dit, d'accord, mais 40 000, c'est quand même pas mal. Et puis, on s'est rendu compte de plein de choses qui se passaient dans l'utilisation de Sport Easy et dans ce que faisaient les petites communautés des clubs amateurs un peu partout en France, quoi. Donc, je sais pas si… justement, restons… non, mais très bien, restons sur ton cas. Moi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est on a décidé d'axer sur précisément sur les écosystèmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et comment en fait, il y a une nouvelle manière peut-être de dialoguer
avec les parties prenantes traditionnelles? Ouais, c'est ça. Pour nous, on s'est rendu compte que les petites fonctionnalités qu'il y avait de messagerie dans l'application, c'est devenu, comme vous avez un groupe WhatsApp familial, finalement, on était un peu le WhatsApp des coéquipiers ou des gens dans un club. Donc, ils se sont partagés plein de choses. C'était vraiment intéressant pour nous. On essayait d'ailleurs d'améliorer cette partie-là. Et puis, ça a été aussi, par notre petit prisme, on a parlé aussi à beaucoup de clubs parce que les dirigeants étaient chez eux, ils avaient le temps, on a discuté avec eux, on a regardé comment ils utilisaient l'application. Et on s'est rendu compte vraiment, un club, une association sportive, évidemment, c'est des gens qui se retrouvent pour faire du sport, ça c'est sûr. Mais c'est aussi vraiment un ancrage local très fort, un vecteur de lien social. Il y a les personnes âgées qui vont voir les matchs des petits jeunes du club, etc. Et c'est pas vraiment cliché de le dire, mais c'est réellement, il y a un ADN de solidarité dans un club, puisque un club, c'est 3800 heures de bénévolat par an. Donc, naturellement, les gens dans les clubs, ils sont bénévoles, ils aident, etc. C'est comme ça, c'est comme ça que fonctionnent les clubs. Et du coup, on s'est rendu compte que, en fait, tel club de rugby s'était débrouillé avec des matériaux au clubhouse, confectionner des masques. Il y a des discussions sur Sport-Easy qui se lançaient sur comment aller distribuer des repas à certaines personnes qu'on avait besoin dans telle ville, etc. Donc, c'était super intéressant pour nous, par notre petit prisme, de voir plein de petites initiatives locales un peu partout en France et prises un peu librement. Donc, ça a été, comme on parlait beaucoup de cette période de solidarité, nous, on l'a un peu vu. Alors, nous, c'est un petit peu via Sport-Easy, mais c'est surtout grâce aux initiatives des clubs. Et c'était vraiment intéressant pour nous de voir ça. Et puis, il y a plein d'autres choses qui se sont passées, dont je parlerai peut-être un peu plus tard pour les Bien sûr. Voilà. Antoine, bon, les coiffeurs et les instituts ont réouvert. Mais alors, tu parlais de la ristourne que tu as faite à vos clients. Au-delà de ça. Oui, c'est une ristourne. Non, oui. non, mais... pour chaque client, oui, pour nous, c'est considérable. C'est quasiment 1 million d'euros. Ouais, donc, non, mais une grosse ristourne. Non, mais c'est énorme. Non, mais heureusement, les coiffeurs, heureusement d'ailleurs, j'allais dire pour nous tous, que les salons de coiffure ont réouvert. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on découvre d'un point de vue presque, j'allais dire, moins business, mais plus humain dans une période comme celle-ci? Déjà, nous, au niveau de la société, on s'est retrouvé, je te disais, en 24 heures, on a dû réorganiser absolument toute la société. Et ce qu'on a fait et qui a été bien perçu, mais voilà, ça s'est fait vraiment du jour au lendemain, ça a été de prendre en main le trafic de nos clients. C'est-à-dire que on a dû annuler plusieurs millions de rendez-vous, puisque évidemment, sur plusieurs semaines, ça représentait des millions et des millions de rendez-vous et des millions de personnes à prévenir, finalement, que leur rendez-vous était annulé. Donc, on a pris en main toute cette partie-là. On a envoyé des SMS automatiquement sans même demander à nos clients. Et surtout, à la reprise, donc on a rouvert le portail le 1er mai. Donc, on a fait tout un tas d'optimisation avant pour gérer les pics de trafic. On a eu jusqu'à plus de 50 000 personnes en même temps sur le site à la réouverture, ce qui est beaucoup pour nous. C'est en même temps, c'est-à-dire que c'est vraiment énorme. Et on les a aidés au moment de la reprise, quand il y a eu pour mettre des messages, les règles d'hygiène. On leur a permis de mettre des horaires d'ouverture plus larges. Donc, on les a vraiment réaccompagnés dans cette réouverture et on a eu des pics de réservation sur cette période-là extraordinaire, et ce qui fait que nos clients se sont retrouvés avec jusqu'à 3 mois de rendez-vous remplis, pris en ligne au moment de la réouverture. Donc, pour eux, ça a été un gain de temps énorme. C'est-à-dire que s'ils avaient dû gérer ça à la main par téléphone, ça aurait représenté des 20-30 heures au téléphone avec des personnes qui auraient dû rappeler plusieurs fois d'affilée. Donc, finalement, on a bien géré les flux. On a eu énormément de clients qui sont rentrés. On a rentré à peu près, on a fait plus 15% ce mois-ci, du mois au mois. Donc, finalement, on a rattrapé le retard à la fois en termes de nouveaux clients de conquête et également en termes d'usage. C'est-à-dire qu'on regarde les chiffres. Donc, mi-mars, ça a chuté complètement, vraiment quasiment zéro. On a quelques clients en Belgique et en Suisse, mais voilà, quasiment zéro. Et on est remonté sur un niveau, si on suit la croissance qu'on aurait eue sans le Covid, on est remonté sur ces niveaux-là. Donc, pour nous, ça a été finalement quelque chose de plutôt positif. Et puis, les médias ont énormément parlé, je ne sais pas pourquoi, ils ont énormément parlé des coiffeurs, des rendez-vous. Donc, on a eu énormément de presse. Donc, voilà. Mais parce que sans doute que c'était un des effets totalement inattendus du confinement.
Mais C'est finalement, qu'on n'a jamais l'habitude de penser à ce genre de truc, quoi. il y a des pays d'ailleurs où c'était considéré comme un commerce indispensable. Bon, ça, c'est discutable, mais je pense que ça aurait peut-être pas forcément dû fermer. Après, non, ce qu'on a vu vraiment, c'est que on a eu beaucoup de nos clients qui nous ont dit, vous êtes le seul partenaire qui nous a accompagnés. Et donc, je ne parle pas que financièrement, hein. Aussi accompagnés dans le sens où on leur a géré leur réouverture, automatisé la prise de rendez-vous. On leur a créé des affichettes d'hygiène, on leur a mis les règles de sécurité pour leurs clients, pour eux-mêmes. Et comme on a beaucoup d'indépendants, ils se sont sentis accompagnés un peu comme s'ils étaient dans un réseau. Et donc, ça a été extrêmement bien perçu. Et on a eu beaucoup de clients qui avaient peur de rouvrir parce qu'ils ne savaient pas si les régions rouges allaient rouvrir, les verts. Et donc, jusqu'au dernier moment, on leur a dit non, vous inquiétez pas, ça va rouvrir le 11. On a pris un petit risque là-dessus parce qu'il y avait vraiment des gens qui ne voulaient pas rouvrir. Donc, on leur a permis de ne pas le faire, mais l'immense majorité de nos clients a rouvert. Donc, on les a accompagnés pendant cette période. Et pour eux, ça a été finalement, notre service client a beaucoup travaillé pendant cette période-là. On les a aidés, rassurés. Faut voir que nos clients étaient extrêmement angoissés par cette reprise. Il y avait des rumeurs sur est-ce qu'on va pouvoir utiliser les sèche-cheveux, est-ce qu'on va pouvoir rouvrir la totalité du salon, est-ce qu'il va y avoir des limitations de nombre de clients. Donc on les a vraiment aidés là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous a finalement fait passer notre marque un peu d'un prestataire lambda à un peu une love brand. Ils nous adorent parce qu'on les a vraiment hyper accompagnés pendant cette période et ont aussi aidé en leur offrant l'abonnement pendant 2 mois. Est-ce que tu as eu le sentiment d'être détenteur d'une partie d'un pouvoir du service public? À t'écouter, on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la subsidiarité, c'est-à-dire, en gros, le gouvernement donne des grandes lignes, et puis finalement, à vous, les petits opérateurs qui sont de fait très locaux, parce que c'est un commerce de proximité, quelque part, d'appliquer les consignes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti ou que tu peux théoriser a posteriori seulement? Bon, sur les pouvoirs publics, bon, je suis un peu mitigé, hein, ça concerne que moi là-dessus, mais c'est-à-dire que ils ont fourni les règles, les réglementations la veille au soir. C'est-à-dire le dimanche 10 mai, on a reçu de la part, je crois, du ministère, je ne sais plus quel ministère, les règles qui devaient être mises en place le lendemain. Donc finalement, nous, on a dû gérer les rumeurs et c'est un marché comme plein de marchés, hein, où il y a pas mal de rumeurs, des réseaux sociaux, de groupements et autres. Et ça a été finalement assez compliqué parce que jusqu'au dernier moment, nous, on a pris le risque d'ouvrir la réservation en ligne, alors qu'il y avait, je vous dis, tout un tas de rumeurs sur certaines prestations vont pas être possibles, les colorations, est-ce qu'il va y avoir une limitation en fonction du nombre de mètres carrés, ça avait été même évoqué par le ministre de l'économie, donc on a dû un peu jongler là-dessus, et je pense que ça aurait été plus le rôle finalement des syndicats de la coiffure et de la beauté de gérer ça, que finalement que ce soit centralisé, et je pense que parfois, voilà, il faut mieux que ce soit un acteur privé, que ce soit d'ailleurs un franchiseur hein, pour un groupement de coiffure ou un groupement dans la beauté, ou finalement un logiciel qui connaissent vraiment le métier et connaissent vraiment les problématiques autour de ça, qui s'en occupent. Mais je dis pas qu'on a remplacé les pouvoirs publics, mais je veux dire qu'on on a répondu aux angoisses de nos clients et comme notre service client il était disponible, ils ont pensé à nous. Après, nous, on est aussi la page d'accueil de leur salon, c'est-à-dire que les clients prennent rendez-vous, la prise de rendez-vous, ils vivent des rendez-vous. Donc, on est le premier acteur avec qui ils sont en contact, donc on se doit finalement d'accueillir leurs clients et de gérer leur trafic. Eric, je me tourne vers toi parce qu'il y a une question qui est posée par Dominique Hemler. Pensez-vous c'est la question que je voulais vous poser, mais pensez-vous pérenniser certaines des nouvelles fonctionnalités des plateformes mises en œuvre pendant le confinement? Autrement dit, qu'est-ce qu'on découvre pendant une période comme celle-ci qu'on a envie de continuer à expérimenter, de faire un peu de test and learn et en fait d'agilité? Alors, nous, en fait, plus que notre plateforme qui évolue constamment, mais qui n'a pas eu de fonctionnalité particulièrement liée au Covid, par contre, nos clients ont créé des plateformes directement liées à la situation. Certaines, et c'est plus rare, ont une vocation à être provisoire, donc ça répond à la question. C'est très rare. Donc, je vais citer par exemple la plateforme de déstockage des restaurateurs. Parce qu'évidemment, au moment où les restaurants ont fermé, ils avaient les frigos pleins. Ils avaient, comme dans la beauté ou comme dans le sport, une semaine avant, ils pensaient qu'ils allaient la semaine d'après être ouverts. Donc, ils avaient les frigos pleins. Donc, vous imaginez bien que fermer les frigos pendant 2 mois, vous revenez au bout de 2 mois et vous imaginez ce qu'il y a dedans, hein. Les fruits de mer, les poissons, ou même les légumes. Bref, tout était bon pour la poubelle. Donc, il y a des plateformes qui sont créées, l'objectif de déstocker tout ça en urgence. Il est évident que ces plateformes-là vont disparaître
ont disparu d'ailleurs une fois que les frigos étaient vides. Donc, hormis ces cas-là qui sont très particuliers, mais qui ont eu une utilité très forte, hein, qui ont une vocation à la fois écologique et sociétale, hein, c'est ne pas jeter des milliers de tonnes de nourriture, c'est déjà un bel objectif. On a vu des plateformes qui se sont créées et qui ont pour vocation d'essayer de changer dans le temps durablement, de pérenniser ces changements-là. Donc, je pense par exemple à des plateformes autour de la sécurité. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont devoir s'équiper, mais durablement, différemment. Entreprises qui étaient vraiment dans l'excès de contact, qui vont probablement changer des règles durablement. On a vu des plateformes aussi de services numériques autour du télétravail et des logiciels. Par exemple, on a une marketplace avec OVH. Là, je lis une autre question sur la souveraineté numérique. OVH, on est sur un bel acteur bien français. OVH Cloud. Cinquième cloud mondial. Voilà. Et donc, qui est client vous appelez, c'est qui du coup a créé sa plateforme qui a pour vocation d'aider la transfo digitale et le télétravail dans les entreprises. Et donc, tout ça sont des plateformes qui, par contre, vont se pérenniser. Et il y a une autre tendance très forte qu'on a vue, c'est une volonté, là, tout à l'heure, on parlait de services publics, à la fois privé et public, mais la même initiative qui consiste à essayer de couper un peu les intermédiaires, de réduire les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Ça, il y a une vraie tendance de fond, et donc le modèle de marketplace, évidemment, le permet. Donc, il y a énormément de chaînes, il y a des grossistes, il y a des détaillants intermédiaires, et ensuite, enfin, des revendeurs intermédiaires, puis ensuite, à la fin, le distributeur final, le primeur, ou alors tout simplement le supermarché ou l'hypermarché. Et le nombre d'intermédiaires fait que le producteur ne reçoit vraiment qu'une partie faible, finalement, du montant acheté, du montant payé par le consommateur final, en moyenne moins du tiers du prix du produit. Et donc, il y a beaucoup de marketplaces qui se sont lancés donc, comme je le disais, par des initiatives privées, mais aussi beaucoup par des initiatives publiques, des marketplaces en Nouvelle-Aquitaine, des marketplaces dans le Pays d'Angers, dans le Lyonnais, qui ont pour vocation à regrouper localement des producteurs et les mettre directement en lien avec les consommateurs finaux et pas et en sautant un certain nombre d'étapes pour garantir des niveaux de revenus et de commandes plus importants au premier. Et donc ça va se pérenniser. Donc, pour répondre à la question qui était est-ce que ça va rester, ça va rester. Ça va rester durablement. Ok. Alors, avant de revenir à vous trois, je voudrais lancer le premier sondage. Voilà, alors vous êtes dans l'onglet sondage. Et je vais poser la question qui va apparaître au même moment. C'est magnifique. Une question moitié professionnelle, je dirais, moitié intime. Qu'est-ce que vous avez chacun, individuellement, toutes et tous autant que vous êtes à nous regarder et à nous suivre ce matin, appris dans cette période? Est-ce que j'ai appris à mieux traiter mes parties prenantes? Il y a une seule réponse possible, donc c'est un dilemme. J'ai appris à innover dans l'urgence, j'ai appris à mieux distinguer le nécessaire de l'accessoire et j'ai appris à mieux me connaître moi-même. Voilà, vous avez quelques minutes pour voter et puis on commentera ensemble les résultats de ce sondage. Antoine, Nizar, vous auriez répondu quoi, vous, par exemple? Alors, à innover dans l'urgence, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Alors, oui, parce que c'est vrai que c'est une vraie urgence, là, pour le coup. On a eu 24 heures pour finalement, pour prendre en main toute cette annonce qui a été vraiment très brutale. Moi, j'avais vraiment, je sais pas, pour vous, si vous aviez anticipé l'arrêt des commerces, ce confinement, moi, j'avais pas anticipé. Je pensais vraiment, enfin, je sais pas, j'étais naïf sûrement, mais. Non, moi, j'admets également que j'avais. Enfin, pourtant, c'est ça. On le sait depuis janvier que c'est en Chine, etc. Mais malgré tout, il y a une espèce de génie de réalité qui fait qu'on n'avait pas vraiment prévu non plus. Et pour répondre à la question, je sais pas, il faut que je réponde autre chose, peut-être pour dire d'autres trucs. Non, dis ce que tu penses. Non, mais vous êtes des entrepreneurs, donc j'imagine que la question de l'innovation brutale doit vous parler. Innover, c'est sûr. En fait, un sujet sur lequel on pourra revenir, mais c'est innover, mais c'est pas tant, nous, on n'a pas complètement repensé notre produit, parce qu'on pense qu'il répond à un besoin et qu'il y a encore nécessité de l'améliorer. Mais ça a été innover rapidement dans notre façon de penser, en même temps notre business model et l'écosystème du club amateur, et du sport amateur en général. Donc c'est quelque chose que je pourrais peut-être développer. C'est intéressant de vous poser à vous la question en tant qu'entrepreneur qui avait été pris au dépourvu. Je pense pas qu'on puisse culpabiliser
d'avoir été pris au dépourvu dès lors que la terre entière a été prise au dépourvu. Donc, Donc, ne t'inquiète pas. Innover, certainement. C'était pas forcément dans notre produit, comme je vous dis, mais ouais, innover. Ouais. Et mieux traiter mes parties prenantes, bon, peut-être en numéro 2, mais c'est pas mieux les traiter parce qu'on les traitait déjà très très bien. Mais, bien dit, bonne réponse. Et, ça nous a fait repenser des choses sur les services qu'on pourrait apporter au club, les services qu'on pourrait apporter aux marques, puisque ce sont nos deux. Je sais pas si tu veux que je développe un peu, Thierry, cette partie ou... mais carrément, puis ensuite je poserai la question à Eric et puis ensuite on aura le résultat du sondage. Donc bien sûr, évidemment, moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est en fait comment finalement on élargit son propre horizon. Ouais. Et donc ça m'intéresse d'avoir ton expérience, évidemment. Là-dessus, c'est vrai que ça a été une période, je pense, comme pour pas mal de gens, d'intense réflexion, prise de recul. Mais comme tu l'as dit, Eric, c'est nous, ce qui s'est passé, comme dans pas mal d'industries et de secteurs, je pense qu'on est allé vers des nouvelles idées de collaboration, etc. Mais on n'a pas inventé des idées de collaboration ex nihilo qui venaient de nulle part. Ça a plutôt accéléré des mouvements où il y avait des embryons d'idées qui se seraient peut-être matérialisés en 3 ans, sauf que là, ça s'est matérialisé en 3 mois, quoi. Et je pense que c'est un peu l'exemple que tu donnais avec des marketplaces et le retour au local. Je pense que c'est quelque chose qui avait un peu dans l'air du temps et qui... Et dans notre cas, nous, rapidement, comment on gagne de l'argent, parce que les business models, on en parlait tout à l'heure, nous, on a soit des abonnements des équipes et des clubs, donc il y a une version gratuite, des versions payantes de Sportzy, donc ça, ils s'abonnent. Soit on a des partenariats avec des marques, donc tel équipementier sportif, telle boisson énergétique, telle marque automobile va communiquer auprès de notre communauté. Donc les marques de sport, ça paraît évident, qui veulent faire leur pub auprès des sportifs, mais je sais pas, ça peut être une marque automobile qui veut toucher les familles, parce qu'il y a plein de familles qui utilisent Sportzy, donc on essaie de faire de la publicité intelligente, c'est pas de la pub basique, mais il y a quand même des marques qui communiquent auprès de notre communauté. Donc on parle au club et on parle aux marques. Et ce qui s'est passé, 2 mots donc, sur l'écosystème du sport amateur. Un club amateur, il se finance par les cotisations de ses adhérents, donc des particuliers, des subventions publiques, en général des collectivités locales, et puis des sponsors, souvent des entreprises locales qui vont payer un petit peu pour être sur le maillot. Et ce système-là, le financement des clubs amateurs, c'est compliqué. C'est déjà plutôt compliqué, je veux dire. Pré-crise, c'était déjà un peu critique pour certains clubs. Et là, pendant la crise, ils se sont encore plus inquiétés parce que peut-être moins de cotisants, peut-être moins de subventions, et puis surtout des sponsors locaux qui ont peut-être eu des difficultés et qui donc pourront peut-être plus donner l'argent qu'ils donnaient au club d'habitude, etc. Et donc, nous, on entendait ça. Et puis, on entendait aussi des marques, des grandes marques nationales, qui nous disaient, pendant cette crise, nous, on veut donner du sens, on ne veut pas faire de la pub basique, on veut essayer d'aider le sport amateur, on veut travailler pour l'intérêt collectif. Et il y a quand même eu le retour un peu de l'intérêt collectif, de l'entraide, de la solidarité. En tout cas, plein de marques nous disaient, on veut travailler autrement et nous, on aimerait bien aider le sport amateur. Et donc, nous, on s'est dit, on n'est pas qu'une plateforme de logiciels, on parle au club, on parle aux marques. Et si en fait on était une sorte d'intermédiaire et on réinventait un peu le sponsoring, voire pourquoi pas à moyen long terme, on repensait le financement de l'écosystème des clubs amateurs. Et c'est pas du tout théorique ce que je dis, il y a vraiment des choses très concrètes là, qui sont en train de se mettre en place pour la rentrée, où en fait une marque va sponsoriser un club, mais différemment. C'est pas juste être sur le maillot, elle va peut-être par exemple payer Sportzy au club, ça c'est bien pour moi, tant mieux. Mais du coup, elle va avoir accès à une plateforme numérique où elle va faire plein de choses. Donc, elle va pouvoir proposer des offres particulières à ses clubs avantageuses. Elle va pouvoir, on discute soit soit on va le faire nous-mêmes, soit on va travailler avec un expert du secteur, mais à lancer des campagnes de financement participatif via Sportzy et une marque pourrait abonder directement s'il y a une telle campagne. Elles vont essayer d'apporter des choses vraiment utiles au club. Donc, le service Sportzy et d'autres via le numérique. En fait, c'est un sponsoring plus intelligent, c'est mieux pour le club, c'est potentiellement mieux pour la marque parce que au lieu d'une pub basique, elle va toucher les bonnes personnes de façon intelligente dans leur quotidien. Et pour nous, c'est aussi une façon de réinventer notre business model. Donc, tout cet écosystème-là, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on a innové. Et il y a très concrètement 2-3 partenariats qui vont voir le jour. Et je pense pas, donc je ne peux pas les citer, mais équipementiers, distributeurs d'équipements, enfin plein d'acteurs. Et je pense pas que ça aurait eu lieu aussi vite s'il n'y avait pas eu cette crise, parce que ça c'est un peu directement lié, mais pas que en fait. Et je sais pas, tout le monde s'est mis à dire moi je veux être utile, moi j'ai peur pour mon financement. Nous on s'est dit tiens, nous on a un écosystème de services numériques pour le club, élargissons un peu nos services à pas de la simple organisation, mais cette problématique de financement et de sponsoring.
Et ça a été hyper intéressant, en fait. Pas que pour nous, d'ailleurs, je pense, pour tout cet écosystème du sport amateur. Et d'ailleurs, il y a une plateforme du ministère des Sports qui vient d'être lancée aussi autour du financement des clubs. Enfin, il y a eu beaucoup de réflexions et on a plus parlé du sport professionnel comme d'habitude dans les médias. Bien sûr. D'ailleurs, il y a une question. Enfin, il y a d'ailleurs une question qui t'est directement, excuse-moi, Nizar, il y a une question qui t'est quasiment directement posée. Okay. Donc, c'est pour ça que je me permets de rebondir sur celle de Stéphane Croze. Il y a aussi que les droits télé devraient être mieux redistribués. Et à l'heure où le sport professionnel est quand même dans une très grave crise de son business model, les transferts de financement entre le sport business et le sport amateur sont cruciaux, non? Absolument, ouais, non, mais je suis d'accord avec ce que. Oui, je pense pas qu'on puisse. Ouais. Comment? Contester je pense pas qu'on puisse contester cette question. Nous, on voue toute notre activité à servir les clubs amateurs qui sont 99,999% du sport. Hein. C'est-à-dire le sport, c'est avant tout amateur. Donc, je ne peux qu'être d'accord sur le fait que les droits télé devraient être mieux redistribués. En l'occurrence, la Fédé de foot, en effet, c'est celle qui est les plus, Bien sûr. qui est les plus importantes de très très loin. Hein. Nous, on est 50% foot, 50% le reste. Donc, c'est quand même vraiment 50% foot. Et oui, comme la France, quoi. Il y a plein de choses à repenser, et notamment sur le fait que l'argent qu'il y a dans le sport professionnel devrait être mieux redistribué dans le sport amateur. Bien sûr. Alors, j'ai le résultat du sondage et je vais demander à Eric de le commenter en direct, parce qu'en fait, les réponses sont surprenantes et assez sans appel. À 53%, alors c'est pas scientifique, hein, mais ça donne une bonne tendance quand même. J'ai appris à mieux distinguer le nécessaire de l'accessoire. Dans les précédents totems qu'on a organisés ici avec BPI et Uzbek Erika, il a beaucoup été question des switches personnels. Et est-ce que finalement, cette réponse assez nettement majoritaire ne nous dit pas tiens, c'est le moment de changer, mais peut-être changer un peu au sens large, quoi, et de distinguer le bon grain de livret, si je peux m'exprimer en ces termes religieux. Il y a quand même effectivement eu beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là. On a des marketplaces aussi dans la culture et on a vu par exemple que les catégories de bouquins sur le développement personnel ou sur également les façons de s'impliquer dans l'associatif ont vraiment été en forte hausse. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont lu davantage pendant le confinement, qui ont voulu se renseigner un peu. Moi, je l'ai vu en rentrant, on a des salariés qui ont fait des sondages là, sur le Slack qui vont dans le sens du développement personnel, qui demandent aux autres de les évaluer. On a vu des choses qu'on ne voyait pas avant, quoi. Donc, on voit aussi des gens qui ont fait le tri. Il y a des gens qui ont accéléré certains mouvements. Moi, j'en ai 2 qui sont devenus végétariens dans la boîte. Je ne sais pas si c'est une tendance de fond, mais on le voit. On a l'impression qu'il y a eu quelques bonnes résolutions, un peu comme à la nouvelle année. Il y a eu des résolutions. On a tous vu ces gens qui se sont mis à faire du jogging. Il y en a qui ont vraiment durablement conservé cette habitude-là. Nous, on a une douche dans les locaux. Je peux vous dire qu'elle n'a jamais autant servi que maintenant. Donc là, tu peux nous dire que tu es au travail. Et là, tu es moi, j'ai repris le travail. Tu es totalement déconfiné. J'avais besoin de… Ouais, je suis totalement déconfiné. Ouais. Je crois que j'en avais envie et besoin. Après, je viens avec un masque dans les transports quand je les prends. On a installé des machines de distribution de gel hydroalcoolique à tous les îlots de bureau. On a mis énormément de règles, même des sens de circulation à la machine à café, enfin des trucs. Et puis chaque personne qui l'utilise doit mettre un coup de sopalin avec du désinfectant dessus. Enfin bref, c'est vraiment, on a fait pas mal de choses. Et d'ailleurs, dont j'ai appris à innover par l'urgence, qui est un peu le… Ah non, c'est le 3e maintenant, il était 2e pendant un long moment. Moi, je pense que c'est l'innovation aussi dans la façon de travailler. Je pense qu'à peu près comme toutes les boîtes de France, à peu près, il y avait une minorité qui était déjà full télétravail. Il y a quand même très peu de boîtes qui étaient full télétravail. Nous, on autorisait 1 jour par semaine, ce qui était loin d'être pris par tout le monde. C'est-à-dire que c'était sur la base de l'envie ou du besoin. Et donc, on est, comme tout le monde, passé à 100%. Nous, on n'a pas utilisé le chômage partiel.
On a continué à faire travailler tout le monde en télétravail. Et en fait, ça va, voilà, on va changer la règle. Hein. On va devoir passer à certainement 2, 3, 4 jours, peut-être pas 4, mais 2, 3 jours par semaine autorisés. On veut toujours que les gens se rencontrent, hein. On veut toujours qu'il y ait ce lien physique. C'est aussi une question d'ADN de boîte. Mais on voit bien que distinguer le nécessaire de l'accessoire devient finalement à la fois dans les personnes et dans les entreprises. On a quand même tous fait des changements forts, voilà, assez Eric, importants. justement, moi, tu sais, je vais révéler des grands secrets, mais quand on préparait cette session tous ensemble, on parlait tous les deux de l'appétence pour l'innovation, les startups qui a eu lieu dans les années 2010 où tout le monde s'est jeté dans cette espèce d'Eldorado. Et puis finalement, on se rend compte que là encore, si je parle de nécessaires et d'accessoires, je dirais que tu portais un regard assez lucide en tant qu'entrepreneur maintenant, sans trahir là aussi de grands secrets, de longue date, hein, même si tu es encore très jeune, en disant on peut pas faire n'importe quoi et les gens qui restent debout, certes, il y a la chance, il y a tout un tas de facteurs, mais il y a aussi quelque chose en plus. Ce serait quoi ce quelque chose en plus? Et ce serait quoi Là, je le vois. adaptable Pardon. dans les mois à venir? Moi, j'ai fait de l'entreprise, j'ai créé une entreprise dans le monde physique. J'ai créé un réseau de magasins. Ensuite, j'ai été e-commerçant, j'ai créé une marketplace et maintenant éditeur. C'est ma 4e boîte. Je n'ai pas encore connu l'échec, je suis content, mais j'ai vu en fait la différence entre le monde de la startup, parce qu'aujourd'hui, on en est vraiment une. Hein. On a levé des fonds, on est en hyper croissance, on a fait x5 sur une année. Genre, on est vraiment un peu le cliché de la startup. Ce qu'on a pu voir, nous, c'est que je vais citer les inconnus. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Là, il y a la bonne et la mauvaise startup. Alors c'est très risqué quand on se lance dans cette explication parce que quelle est la bonne startup? Clairement, c'est celle qui essaie d'avoir une valeur réelle, qui, après avoir passé une phase, pourquoi pas acceptable, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue, de fake it until you make it, il va falloir faire make. C'est-à-dire qu'on voit des startups qui vendent un produit qui n'existe pas du tout, puis qui ne pourra pas exister pendant plusieurs années. On voit des Kickstarter hein, sur des boîtes qui font des promesses absolument dingues, qui sont franchement irréalisables, et pas que sur Kickstarter. Hein, Et ces startups-là, elles ont créé quand même une image assez néfaste pendant un temps, qui, je pense, est en train le bon grain de livret est en train d'être trié. Voilà, il faut que les entreprises elles aient un produit réel, de qualité, utile, qui apporte de la valeur, et pas juste du bullshit puissance 10 à longueur de journée. Parce qu'au début des années 2010, il y en a quand même eu un petit peu. Hein. Il y a eu des histoires, hein, il suffit de taper dans les recherches Google quelques mots-clés sympas pour voir tout un tas de scandales qu'il y a eu, avec des boîtes qui ont levé des millions d'euros sur des idées fantaisistes et puis qui n'ont jamais rien exécuté. Donc, la différence, c'est qu'on a fait et que notre produit, enfin, quand je dis notre, moi, je me considère dans les bonnes startups, j'espère que vous l'avez compris. Mais bon, rapidement, nos clients ont acheté un produit, qu'ils l'ont utilisé, qu'ils avaient une valeur à le faire, ils sont restés, ils ont renouvelé. On a créé un vrai service client, on a créé, voilà, comme toute entreprise normale, tout en ayant évidemment simplement un objectif de croissance un peu plus ambitieux que la PME classique, c'est tout. Mais je crois que ça peut paraître basique, mais il y a quand même beaucoup de startups qui ont oublié qu'il fallait servir le client. Quoi. Voilà. Alors, Nizar, Antoine, je vais vous redonner la parole. Antoine, Nizar, là, on touche à quelque chose de presque, je dirais, politique. Hein. C'est l'avant et l'après. Est-ce que vous avez le sentiment que cette période, elle a pu servir d'accélérateur de maturité pour des entreprises comme les vôtres qui sont totalement offline, online et qui ne peuvent survivre et vivre et prospérer que si le monde réel est dans une certaine forme d'effervescence? Qu'est-ce qui fait que on a beaucoup parlé de Startup Nation et puis que finalement on arrive peut-être à un moment
comme on parle d'un groupe underground qui ferait son deuxième album, celui de la maturité, qu'est-ce qui ferait que vous-même vous entreriez dans cette maturité? En fait, je pense qu'il y a tout d'abord disons, la digitalisation, on peut considérer, je crois que d'ailleurs Microsoft l'a annoncé, que on a gagné 2 ans finalement de maturité digitale sur les habitudes de consommation, que ce soit en B2B, en B2C. Nous, alors sur notre exemple de réservation en ligne, on était quasiment le seul moyen de réserver durant la pré-confinement, parce que bon, ils n'ont pas tous fait un transfert d'appel et ils n'ont pas tous pris les appels. Donc finalement, on a doublé notre taux de réservation en ligne. On a gagné énormément d'utilisateurs. Mais nous, en fait, finalement, la digitalisation, elle vient, notre frein, c'est souvent les professionnels, donc nos gérants de salon de coiffure, un style beauté, qui voient pas que leurs clients ont changé. C'est-à-dire qu'ils se disent, ça fait 20 ans que Madame Dupont m'appelle, elle prendra jamais rendez-vous en ligne. En fait, ce sont les premiers à être étonnés quand on le met en place, de savoir à quel point non seulement Madame Dupont le prend, mais sa fille, sa mère, et que voilà, c'est intergénérationnel et que tout le monde se digitalise et que tout le monde a envie de faire une partie de ces services en ligne sans pour autant changer l'ADN de leur propre salon ou entreprise, puisque finalement l'essentiel de leur activité et ce qu'ils font mieux, c'est, on leur dit d'ailleurs, concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux, à savoir s'occuper de vos clients. Ça passe pas forcément par les tâches administratives qui sont la prise de rendez-vous ou l'encaissement. Après, disons sur sur même l'organisation de la société, nous on a à peu près 90 personnes. Là, on a une moitié de nos salariés qui sont des commerciaux sur le terrain, donc on savait un peu gérer le télétravail. Et donc, on a aujourd'hui toute l'équipe qui est en télétravail. Mais je crois que on a besoin quand même de se rassembler. Donc, on a déjà des petites méthodos. On a des groupes WhatsApp, on se voit tous les trimestres. On a quand même besoin de se voir physiquement pour créer justement tout ce qui est hors travail, tout le lien, la confiance, le fait d'être heureux de travailler ensemble. Donc là-dessus, je pense qu'on doit continuer c'est une nouvelle façon de travailler, mais voilà, il faut quand même continuer à se rassembler, sinon on perd un peu le sens et on perd un peu l'objectif de pourquoi on se lève le matin, en fait, pourquoi on bosse pour cette boîte-là, et c'est principalement pour les gens. Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Eric, c'est vrai que je suis complètement d'accord sur je déteste fake it until you make it. Ça, je sais pas d'où ça vient, mais enfin, je pense que c'est Ça vient absolument faux. ça vient des théories du management américaine Ouais, sur le droit à l'erreur et qui a été un contrepoint à l'obligation de réussite. C'est le fake, moi, qui me dérange. Make it, ok. Mais le fake, en fait, c'est vrai que nous, on est confronté à des concurrents, et dans d'autres secteurs, c'est le cas, qui passent beaucoup de temps sur le fake, fake it. Donc, c'est un peu gênant, ça crée une mauvaise image sur le secteur. Et c'est vrai qu'en vrai, vendre une belle idée, vendre une vision, c'est très bien, ça plaît aux investisseurs, ça peut plaire aux médias, mais en réalité, ce qui compte pour les clients et les utilisateurs, c'est le make it, quoi, c'est la façon dont tu vas exécuter. Et on passe pas assez de temps sur une belle exécution. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Souvent, une belle boîte, c'est de l'exécution, c'est pas une idée. C'est rarement une idée. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ce sont pas les meilleures idées qui ont été réalisées par ceux qui ont eu cette idée-là. C'est souvent la deuxième ou troisième boîte qui travaille sur l'idée qui réussit. Donc voilà. Donc juste pour ce petit point-là, je suis complètement d'accord avec toi, Eric. Nizar, tu confirmes l'idée versus l'exécution, et on a peut-être été trop dans j'ai une super idée qui va changer le monde et disrupter mon marché. Absolument, oui. J'adhère à ce que vous avez dit tous les deux, Eric et Antoine. Déjà, je pense que l'exécution, souvent, en tout cas, moi c'est ma première boîte, contrairement à toi, Eric. Et je sais pas, j'avais l'impression que l'idée, c'était à peu près aussi dur, voire plus dur que l'exécution. Enfin, pas du tout. Clairement, le plus dur, c'est l'exécution. Enfin, des idées, on en a plein tous les jours. Ok, Einstein a peut-être l'idée de la relativité qu'on n'aurait pas eu, mais je veux dire, il y a plein d'idées qu'on a tous les jours. Ce qui est dur, c'est d'exécuter. Nous, en revanche, c'est vrai que très vite, on est une boîte très, très centrée sur le produit et l'utilisateur. Donc, intrinsèquement, très, très vite, on a construit un produit utile, une app que les gens utilisaient tout le temps, et c'était hyper pratique pour eux, et on n'a pas du tout inventé un besoin, on a répondu à un besoin. Donc, pour nous, à la limite, la difficulté, ça a été d'abord on a eu plein d'utilisateurs, et puis il fallait qu'on trouve un moyen de monétiser, qui est un autre sujet pour les startups. C'est-à-dire qu'il faut quand même devenir une boîte qui gagne de l'argent d'une certaine manière à un moment. Et on l'a fait un petit peu plus tard, mais parce qu'on voulait construire comme ça. Par contre, côté produit, nous, vraiment, au début, on n'avait que des ressources produits. D'ailleurs, on n'avait pas de commercial marketing, rien. Et très vite, on a eu aussi un support utilisateur où moi, j'ai toujours voulu, et mon associé, moi, et toute la boîte, que tout le monde réponde
extrêmement bien aux utilisateurs. Et d'ailleurs, tous les gens qui passent par Sporeasy font du support utilisateur. C'est-à-dire répondre à des utilisateurs à un moment. Dans tous les métiers, ils sont obligés de le faire. Et c'est super, super important pour nous. Donc, nous, effectivement, on n'est pas du tout dans le fake. C'est très, très utile. Un autre point, c'est que nous, c'est un peu la même chose pour toi, Antoine, on est du digital, mais pour du réel, ce que tu disais, Thierry. C'est-à-dire que, oui, on a un outil numérique, mais nous, notre but, c'est pas que les gens passent tout leur temps sur Sporeasy, c'est surtout que ce soit qu'ils passent moins de temps à organiser et plus de temps à s'amuser et à jouer sur le terrain, à faire du sport. Et donc, en tant que responsable de club, c'est plus de temps à développer la communauté de mon club et à me concentrer sur mon sport, l'éducation des enfants qui viennent à l'entraînement, etc. Donc, nous, c'est pour du réel derrière. On n'avait pas du tout envie de créer une application qui fait qu'on passe son temps sur du numérique. Et donc ça, effectivement, pour nous, ça fait que oui, effectivement, essor du digital, mais là, quand tout était bloqué, effectivement, Sporeasy on était un peu bloqué aussi parce que le réel était bloqué. D'ailleurs, le sport en groupe n'a toujours pas vraiment repris. Pour nous, c'est Absolument. Donc, c'est assez marrant. Mais si je me projette un petit peu comme vous l'avez fait sur le moyen long terme, là, il n'y a pas de problème. Je pense que notre promesse, elle est bonne et je pense que ça va s'accélérer parce que nous, notre marche, je pense que les particuliers, ils utilisent des applis, vous utilisez tous WhatsApp, Doodle, des choses pour vous organiser. Et dans les entreprises, on utilise plein de logiciels, software as a service, on s'abonne, etc. Et quand c'est ni les particuliers, ni les entreprises, au milieu, le monde associatif ou du loisir, ou nous, les associations sportives et ces groupes-là, c'est vraiment un monde qui n'a pas du tout vécu sa révolution numérique. Et ça, je pense que ça va s'accélérer. Et le paradoxe de cette période, nous, c'est que il n'y a pas de sport, mais du coup, il y a plein de responsables d'équipes de clubs de sport qui sont à la maison, qui ont beaucoup moins à faire parce qu'ils passent du temps dans leur club. Et ils n'ont jamais eu autant de temps. Et donc, nous, on n'a jamais eu autant de gens au téléphone. Donc, c'est assez intéressant. Et il y a plein de clubs qui s'inscrivent dès maintenant pour la saison prochaine, qui se projettent parce que le sport, ça va reprendre, c'est sûr. Et donc, c'est hyper intéressant comme période parce que ça va être un accélérateur à retardement, quoi, si vous voulez, pour nous. La rentrée, je pense, déjà, nous, on a une forte saisonnalité. En septembre-octobre, il y a plein de croissance. Et voilà, l'année dernière, c'était déjà 3-4 000 nouveaux utilisateurs chaque jour à la rentrée. Et là, je pense que ce sera peut-être 2 fois plus que ça. Et donc, on est content de ça. Donc, je pense qu'on était déjà un peu dans le vrai avant. On ne va pas complètement changer, mais ça va s'accélérer. Et les gens n'ont plus envie, d'ailleurs, c'est de reprendre le sport. Et puis, un dernier mot en interne, parce que vous avez parlé de vos boîtes en interne. Bien sûr. Nous, là, c'est pareil. Nous, on était déjà assez portés sur le télétravail. Disons qu'il y a certaines personnes qui passaient déjà 2-3 ans. Attention à ce que tu dis, tes collaborateurs t'écoutent. Exactement. Salut à tous. Non, il y a des personnes qui prenaient 2 ou 3 jours en télétravail chaque semaine et ça ne posait aucun problème. Par contre, comme toi, Eric, moi, j'ai pas du tout envie d'être une boîte où on n'est que en télétravail. Et je pense qu'on a eu un très, très fort esprit de solidarité pendant cette période à distance, mais parce qu'on se connaissait d'avant physiquement. Parce que le mercredi midi, il y a foot, le jeudi midi, il y a crossfit, machin, on fait plein de sports ensemble, on part 3 jours ensemble tous les étés, on est hyper… je pense quand même que les êtres humains ont besoin de voir d'autres êtres humains. Et donc, en gros, que ce soit pour nos utilisateurs ou pour nous, digitalisation, oui, est super pratique, mais je pense que ça ne remplace pas complètement le fait de se voir, quoi. Voilà. Alors, justement, tu as commencé à faire pas mal de prédictions sur la suite. J'espère profondément que tu auras raison sur le fait qu'on pourra reprendre le sport collectif à la rentrée. Je souhaite de tout cœur, ça voudrait dire que il y a quand même une sorte de retour à la normale et finalement c'est pas si mauvais que ça. Je vais lancer le deuxième sondage justement qui est relatif non pas au monde d'après parce que je crois qu'on est déjà un petit peu dans l'après et donc on est dans cette espèce de long maintenant qui caractérise la période. Mais voilà. Pour des jours meilleurs, je compte sur, et pareil, désolé, une seule réponse possible, l'État-providence. On a beaucoup parlé d'État dans les dernières semaines. La science et la technologie, la vitalité des entreprises, l'esprit de résilience de mes concitoyens. Tout cela à la fois. Ne vous précipitez pas tous sur la dernière réponse, s'il vous plaît. Même si elle a été conçue pour ça aussi. Voilà, vous avez quelques minutes pour donner votre opinion. Antoine, Eric, je vous donne le bâton de parole. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite? Pas forcément pour votre
entreprise, mais je dirais d'un point de vue plus macro, on a parlé beaucoup d'accélération, beaucoup de séparation entre le bon grain et l'ivraie avec toutes les exceptions que ça peut supposer. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite, globalement, d'un point de vue économique, bien sûr? Pour ma part, Déjà de tous se revoir physiquement, comme disait Nizar, on est des animaux sociaux, on a besoin de se fréquenter et arrêter de faire des fléchages pour la machine à café. mais déjà, on va être clair. Moi, revoir les gens, c'était un besoin vital. J'en suis là. Moi, je suis un animal hyper sociable. Je ne pouvais pas envisager de rester plus longtemps uniquement à la maison. Alors même que mon métier se prête plutôt très bien au télétravail. Donc, je tiens à préciser, c'est vraiment plutôt une envie qu'autre chose. Juste sur le sondage, et ça répond, moi, l'État-providence, je suis choqué qu'il y ait des gens qui répondent ça. L'État, c'est quoi? L'État, c'est nous, hein, c'est tout le monde. L'argent de l'État, c'est des gens qui le composent. Et donc, l'État-providence, ça veut dire le peuple-providence. Hein. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, si l'État-providence existe, ça veut dire que le peuple va devoir lâcher de l'argent. C'est absolument mécanique. On connaît tous cette phrase, l'État, c'est nous. Hein, donc, c'est le cas. L'État, ce sont des gens qu'on élit pour nous représenter et qui gèrent notre argent, l'argent qu'on a mis dans un pot commun. Et donc, l'État-providence, ça voudrait dire qu'on doit mettre plus d'argent en commun dans la caisse pour qu'il soit distribué avec plus de force. Moi, je ne veux pas ça. Je trouve ça dangereux. Moi, je pense qu'il faut commencer à trouver des moyens de limiter très fortement le chômage partiel, etc. Si on dit qu'on reprend l'activité, on reprend l'activité, quoi. Contraint et forcé. Je crois que ça ne va pas être possible que des entreprises profitent de l'État-providence trop longtemps. Alors évidemment, par contre, il y a des exceptions comme partout. Hein. S'il y a des personnes qui ont été mis au chômage à cause de la situation, il est évident qu'il faut prolonger leurs droits, etc. Je parle vraiment de règles plus générales qui ont été extraordinairement souples. Hein. On est un des rares pays au monde, parmi ceux qui ont confiné, à payer tous les salariés des entreprises qui étaient confinés. Enfin, c'est complètement extraordinaire. Hein. Faut vraiment le comprendre. Hein. C'est absolument pas le cas en Espagne, c'est absolument pas le cas en Italie, c'est absolument pas le cas en Chine, c'est absolument pas le cas même dans les pays du Nord hein, qui ont confiné, en Norvège, au Danemark. Faut vraiment comprendre que ce qui s'est passé en France, j'ai envie de dire, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou furieux. Et c'est complètement dans l'exception. C'est absolument pas la règle qui s'est passée. Et ça ne peut pas durer. Hein. C'est-à-dire que, économiquement parlant, c'est absolument pas possible. Je le répète, l'État, c'est les gens c'est les citoyens du pays en question. Donc voilà. Ça, c'est mon avis fort. Je pense qu'il va falloir qu'on se force à reprendre la vie économique normale. Voilà. Et donc, moi, je pensais plus à la vitalité de l'entreprise et la résilience des concitoyens. En gros, s'il n'y avait pas eu la première question, j'aurais mis tout à la fois. Mais comme il y avait la première, je ne pouvais plus. Et donc, tu te présentes aux élections. Tu sais que c'est un objectif dans ma vie un jour, oui, de me faire élire. Mais j'en suis pas là pour l'instant. Mais ça me paraît une évidence. On a envie de dire, on est tous en train de critiquer. On voit tous l'opposition qui s'oppose, quelle que soit la proposition. Et je parle de n'importe quelle majorité, pas celle-là en fait, je m'en fous de celle-là. On va être clair. Hein. Je parle globalement à chaque fois qu'il y a un gouvernement, l'opposition s'oppose à tout le temps. Et ce fonctionnement-là, il est malsain en fait. Il n'est pas très bon. Donc, du coup, je pense qu'effectivement, il faut être un petit peu plus dans la construction et pas dans la destruction. Ça me paraît être, je suis d'un naturel optimiste. On me le reproche parfois même d'être un peu trop optimiste. Enfin, ça t'a pas trop mal réussi pour l'instant. Ah, pour l'instant, j'ai envie de dire que ça marche pas trop mal. Ouais. Mais la valeur première de WhoisAPlace qu'on donne, c'est Solution Makers. Ça veut dire que quand il y a un problème, c'est une très bonne nouvelle. Parce que du coup, une fois qu'on l'aura résolu, la solution nous aura fait avancer. Et donc, parce que de toute façon, les problèmes qu'on rencontre vont se poser aux autres. Hein. Par exemple, nous, on vit à essayer de gérer le confinement, mais on ne va pas se mentir, hein, les pays autour ont les mêmes défis. Donc, si on le résout, on va avancer. Quoi. Voilà. Donc, Eric. Ça y est, j'ai ma première électrice. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pas une question, mais une réaction. Je vote Eric. Clarisse. Je rebondis sur les remarques toujours fort pertinentes de Clarisse, d'ailleurs, je me permets de le dire.
qui pose aussi la question du télétravail, de la même manière que Stéphane, qui en profite pour espérer très, 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 très profondément et avec un râle d'impatience la reprise du foot avec les copains. Mais peut-être Antoine, Nizar, d'abord Antoine, sur le télétravail, ça a été vraiment extrêmement débattu. Beaucoup de sondages ont eu lieu, des enquêtes internes dans les entreprises. En gros, on a pu dire les 4 sup et les fonctions support étaient très contents de rester à la maison et pour eux, le télétravail est une sorte d'acquis social. En revanche, on s'est aperçu dans pas mal d'enquêtes que chez les gens dont on a dit qu'ils étaient en première ou en deuxième ligne, que l'importance de la fraternité avec les collègues, l'idée d'être sur le terrain avait pu prévaloir. Juste sur la question du télétravail, comme ça, qu'est-ce que tu sens pour la suite? Je vais répondre un peu à la question précédente aussi, parce que c'est lié. Je pense que cette crise, l'angoisse finalement de la maladie, le fait qu'on ait eu beaucoup de temps pour soi, forcé, ça a fait, je pense, prendre conscience aux gens de l'importance du temps libre, du temps perso. Et c'est vrai que si on devait dessiner un peu ce qui je pense, ce qui va être majeur après cette crise, ça va être que les gens vont vouloir gagner du temps, passer le plus de temps en famille, à faire du temps libre, à profiter de ce temps. Et donc c'est pour moi les grandes tendances économiques, ça va être tous les outils qui vont nous permettre de gagner du temps. Et finalement, le télétravail, c'est un des grands avantages du télétravail, c'est de gagner du temps, d'avoir plus de temps pour soi, de moins de temps dans les transports, d'être peut-être plus efficace, d'être consacré sur on fait des réunions plus courtes, on est plus précis, on communique de façon plus centralisée, on est plus organisé, plus rigoureux, et tout ça au final, ça fait gagner du temps. C'est ça le principal avantage du télétravail. Et donc je pense que cette période-là, je pense que c'est un des grands enjeux, ça va être avoir plus de temps pour soi et du temps de meilleure qualité. Nizar, j'imagine que tu souscris à ce que nous dit Stéphane, le retour du foot. Mais sinon, sur le télétravail et puis plus globalement sur est-ce que tu votes Eric? Est-ce que toi, il y a pas mal de commentaires sur la question de l'État. Il reste 1 minute. Ouais, non, je sais, mais on attend les résultats du sondage. Effectivement, le sujet le plus important, c'est, comme dit Stéphane, de reprendre le foot. Ça, c'est vraiment très, très important. Ça, c'est un peu la clé. Non, je plaisante, mais à moitié, parce que c'est important, le sport, et je pense que ça apprend plein de choses, et y compris aux enfants, mais bon, c'est un autre sujet. Sur tous ces sujets, alors le télétravail, ouais, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Je suis d'accord, il y a clairement une histoire de temps, temps de trajet. On s'organise un peu comme on veut. Du coup, on peut presque plus travailler tout en ayant plus de temps pour soi. Donc, ça, c'est sûr que c'est un avantage. Je pense aussi que ça nous force à plus écrire de choses et du coup à faire, à paradoxalement mieux communiquer ou à mieux préparer des réunions. Ou comme on va être obligé d'écrire des choses, on va être obligé de mieux les penser en amont. Et nous, du coup, quand on fait des réunions, du coup, chacun a, il faut ça chez Amazon aussi d'ailleurs, je crois, mais on prépare bien, on écrit et ça force à mieux travailler. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas, en tout cas, dans le type d'entreprise que moi je veux construire, et on passe quand même beaucoup de temps avec ses collègues et dans l'environnement dans lequel je veux travailler, je ne crois pas à du télétravail complet, parce que je pense que c'est important de se voir et qu'il y a certaines sessions, c'est quand même mieux en physique. Et du coup, par rapport à une des autres questions qui était posée sur la droite, sur la mort de l'immobilier d'entreprise, la mort, je ne pense pas. Après, je dînais hier soir avec un copain qui travaille un petit peu là-dedans, et peut-être qu'effectivement, il y aura un pourcentage un peu moindre qui va être rempli, quoi. C'est-à-dire, on n'aura peut-être pas besoin d'autant d'espace pour un même nombre de salariés, parce que tout le monde ne sera pas là tout le temps. Voilà, pour notre part, à nous, on va continuer pas imposer, mais en tout cas, il y a des moments où on veut que tout le monde soit là. La réunion d'équipe du lundi matin, on a des démos le vendredi en fin de journée. C'est souvent l'équipe produit qui montre ce qu'elle a développé dans la semaine, mais ça peut être les autres qui montrent aux autres ce qu'elles ont fait. Et c'est des rendez-vous qui peuvent se faire à distance. Et
mais on préfère être tous ensemble, quoi. Et puis voilà. Puis le vendredi, c'est suivi d'un petit verre tous ensemble, et je trouve ça quand même important. Donc j'ai parlé de la bière du vendredi, du foot, du télétravail. J'ai peut-être oublié l'État-providence, mais ça nous amène assez loin. Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a, je vais donner le résultat, mais sur le fil de discussion, il y a un débat sur l'État avec des gens qui répondent à Eric en disant que l'État-providence, ça dépend ce qu'on en fait et que on a découvert des problématiques, notamment sur la santé, qui avaient peut-être été peu adressées ou en tout cas qui étaient passées sous le boisseau dans les années précédentes. Et en même temps, je vais donner la réponse. Alors, j'avais dit de ne vous précipitez pas tous à la fois sur la dernière réponse et puis finalement, tout le monde s'est précipité, en tout cas la majorité, sur l'avant-dernière. L'esprit de résilience de mes concitoyens. Tu as dit tout à l'heure, Nizar, tu as prononcé le terme de tous ensemble. C'est peut-être ça, finalement, qui ressort de nos échanges. C'est qu'on a besoin de se retrouver dans le vrai monde et qu'on a besoin de se refrotter les uns aux autres dans un monde analogique avec un support numérique. Je me permets de faire une micro-synthèse puisqu'on arrive déjà à l'issue de notre échange. 2 mots chacun pour conclure et ensuite je reprendrai la parole. Nizar, puisque tu es à l'écran, tu confirmes, c'est tous ensemble? 2 mots. Non, mais, 2 mots maximum. Ouais, si c'est 2 mots, ok, très bien. Allez, tous ensemble. Très bien. Bon, super. J'ai réfléchi. Eric, non, mais le fait de se retrouver, j'ai bien compris. Tu dis pas d'obligation de se retrouver tous ensemble, mais enfin, c'est quand même important de le dire. Non, mais voilà, mais j'aime bien, c'est parce que c'est pour le sport et pour le côté pro aussi. Je pense qu'il y a cette idée de collectif que moi j'aime bien. Et donc, le tous ensemble me va très bien. Et comme tu as dit que c'est moi qui l'avais dit, tant mieux. Mais tu l'as dit. Antoine, peut-être sur un rapide commentaire, l'esprit de résilience de mes concitoyens, ça te surprend? Le fait qu'on compte les uns sur les autres? Et sur notre énergie et notre optimisme, peut-être? Cette crise, elle vient d'une maladie qui se transmet, donc forcément, il va falloir réapprendre à vivre ensemble, en fait, hein, et à s'adapter dans notre mode de travail et de consommation. Et ça va être, c'est une crise très humaine, hein, finalement. C'est pas une crise financière. Donc ça va être notre boulot à nous, quoi. C'est sûr. Merci à toi. Eric, l'esprit de résilience des concitoyens, est-ce que tu as l'impression d'avoir été entendu dans ta plaidoirie? Ouais, je pense que globalement, l'immense majorité des gens, et même les commentaires, en fait, vont dans le bon sens, hein, et même ceux qui pensent peut-être contredire vont dans le même sens. Euh, je pense globalement que les gens ont été résilients et ils ont été assez remarquables. Disons que il y a une petite partie des règles et de ce qui a été mis en place qui a coûté 95% de l'énergie et de l'argent, et c'est peut-être quand, par exemple, Pierre Courbin la met, l'État-providence, c'est pas uniquement l'aspect économique. Moi, je vois bien, mais aujourd'hui, si on fait le bilan de ce qu'a coûté l'État-providence, dire qu'il n'y a pas l'immense majorité de cet argent-là qui a été à l'économie serait quand même assez réducteur. Moi, je veux bien l'entendre. Il n'y a pas que l'aspect économique, mais au moins, objectivement, les chiffres ont plutôt tendance à dire c'est ce qui est passé. Et moi, j'ai une entreprise, donc voilà. Mais j'avoue que je fais partie des gens qui ont fait des choix. J'ai eu la chance d'avoir levé des fonds aussi avant, donc ça, c'est coup de bol, hein. On lève des fonds et 3 mois plus tard, il y a il y a le confinement. Mais je ne crois pas que je serais en mode de tendre la main pour qu'on mette de l'argent dedans, mais plutôt essayer de trouver un moyen, solution makers. Je crois qu'on a bien compris ton état d'esprit. Voilà. Alors, mais c'était malheureusement, pour les questions qui allaient dans ce sens-là. Non, mais bien sûr, évidemment. Non, mais c'est marrant parce que c'est toujours à la fin que le débat se relance. Et Stéphane Croze, désolé, nous ne poserons pas la question qui tue de la dernière minute, même si elle pourrait faire l'objet d'un débat en tant que tel. Je voudrais. En tout cas, il a raison. Distorsion. Non, Eric, c'est terminé. Ton temps de parole est épuisé. Non, mais merci vraiment. Je voulais quand même vous remercier très, très profondément, vous remercier tous les trois.
d'avoir joué le jeu. Je vous souhaite d'abord, à titre personnel, beaucoup de succès dans la suite de vos aventures entrepreneuriales. Je crois qu'on a envie de vous soutenir et à vous écouter. On se dit que vous en avez encore pour de belles heures et de belles pages à écrire. Sincèrement, je le pense sincèrement. Je voudrais remercier mes jeunes et chers collègues de chez Uzbek Erika qui m'ont aidé à préparer ces 3 totems. Vraiment, merci à vous. Merci en particulier à Florie et à Capucine. Je voudrais remercier chaleureusement BPI France et en particulier Claire de nous avoir accompagnés, d'avoir été en support intellectuel, moral dans toute cette période et où on a, je crois, bien travaillé ensemble. On a appris plein de choses, on a rencontré des interlocuteurs extrêmement inspirants. Je voudrais remercier aussi toutes celles et tous ceux qui ont participé et qui ont posé des questions souvent hyper pertinentes, qui ont répondu à nos sondages parfois alambiqués. Et puis, écoutez, entre le moment où on a commencé à préparer ces rencontres et maintenant de l'eau a un petit peu coulé sous les ponts, tout va très vite en ce moment, tout s'accélère. Je souhaite sincèrement qu'on puisse tous collectivement s'en sortir et qu'on recommence à faire de beaux débats par la suite. Merci encore à toutes et à tous et à très vite. Salut.